Et quand une entreprise se considère comme différente, ça veut dire qu'elle se compare aux autres. Et elle n'est pas en train de dire qui elle est en train de dire qui elle n'est pas. Donc, nous, on travaille sur le différenciant, à savoir en effet la singularité. Moi, je dis on peut tout dire. Or, on est dans une société où on n'arrête pas de nous dire qu'on ne peut pas tout dire. Moi, je suis convaincue qu'on peut vraiment tout dire, mais ça dépend comment on le dit. On est des êtres humains et on parle à des êtres humains. Et en réalité, si on se comporte comme tel, ça passe très bien. Bienvenue sur Faites entrer l'expert, le podcast qui va littéralement vous métamorphoser en une meilleure version de vous-même. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français, reconverti dans la formation et la conférence professionnelle. Grâce à ce podcast, je vais pouvoir partir à la rencontre des meilleurs conférenciers, formateurs et meilleurs experts professionnels pour les questionner sur leur savoir et partager avec vous le fruit de nos échanges. Mon ambition sera de vous offrir une véritable boîte à outils que vous pourrez enrichir au fil des épisodes. À l'intérieur, des stratégies concrètes, des astuces et des méthodes éprouvées pour améliorer continuellement votre efficience et votre bien-être au travail comme dans la vie de tous les jours. Et maintenant, ouvrez grandes vos oreilles et faites entrer l'expert. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Sonia Vignon. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors pour ce nouvel épisode aujourd'hui, nous allons parler d'éloquence, nous allons parler de langage, des choses très intéressantes. On a été mis en contact grâce à Sandrine Dorbe. On te salue Sandrine et on te remercie pour cette mise en relation. Et j'avoue que quand j'ai préparé un petit peu cet épisode, au début je ne savais pas trop vers où on allait, mais plus je parlais avec toi, plus j'ai été motivé pour faire cet épisode. Donc je ne vais pas en dire plus à ce stade-là et je vais d'abord te laisser te présenter. Eh bien bonjour, donc je m'appelle Sonia Vignon, je dirige une entreprise qui s'appelle Oxymore & More. On fait de la performance par le mot. Donc on utilise le mot comme levier de performance dans les entreprises dans lesquelles on intervient. Je suis linguiste, donc sémanticienne, rhétoricienne, ce qui comme ça fait un peu peur, mais en fait pas du tout, c'est très sympa. Mais il y a vraiment quelque chose autour de mots justes et justes mots. Ce sont les mots qui font de nous des êtres humains qui se comprennent ou ne se comprennent pas. Ok, donc peut-être commencer pour un petit peu expliquer ton parcours, comment tu en es arrivé jusque-là, qu'est-ce que tu as fait avant de devenir ce qui tu es aujourd'hui ? Et oui, parce que je n'ai pas 20 ans, alors bon, j'ai fait des trucs du coup. Donc moi, je suis donc linguiste de formation et je voulais travailler dans l'édition, c'était vraiment mon rêve. Et quand j'ai eu 22 ans, hier, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans une maison d'édition à Montréal. Donc je suis partie vivre au Québec et puis ensuite je suis revenue donc en France, toujours dans l'édition. J'ai monté mes propres maisons d'édition et puis il y a 6 ans je les ai revendues et je suis partie pour créer Oxymore qui ramenait vraiment le mot au centre de l'univers entrepreneurial. Ok, donc tu as dit Oxymore, mais tout à l'heure j'ai entendu Oxymore & More. Oui. Donc c'est un nom qui est waouh, c'est comme quand on l'écoute. Donc est-ce que tu peux un petit peu expliquer, alors peut-être Oxymore, moi je t'avoue que j'ai eu un petit doute, je suis quand même allé retourner voir la définition, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce mot et aussi l'origine du nom de cette boîte que tu as créée ? Et oui, alors avec plaisir. En fait, moi je crois très fort à la nuance. Je crois très fort au fait de dire les mots sont comme les humains, ils sont meilleurs lorsqu'ils sont avec les bonnes conjonctions. Et donc, un oxymore finalement, ce sont deux mots qui, lorsqu'ils sont pris séparément, semblent antinomiques, ou en tout cas un sens qui semble antinomique, mais lorsqu'ils sont ensemble, ils créent un sens nouveau beaucoup plus fort. Toujours. Un exemple c'est ça, peut-être, ouais. Ah oui, mon préf. Mon préféré, c'est le silence assourdissant. Parce que toute personne qui a été amoureuse et qui a attendu un texto ou un appel sait à quel point ça prend toute la place que ce silence-là. Et donc, c'est vraiment le silence assourdissant. Quand on a été amoureux, on l'a vécu et on sait que c'est pas le silence, quoi. C'est 1000 fois plus puissant que le silence. Et ça, c'est vraiment l'oxymore merveilleux. C'est je mets un autre mot derrière et là, paf. Donc, tu prends deux mots qui sont en contradiction, tu les mets ensemble et ça crée un nouveau concept. C'est exactement ça. Et c'est le fait de dire la singularité de chacun et de chaque mot, si en plus elle est combinée à quelque chose, peut créer encore plus fort. Et & more, tout simplement parce qu'on fait toujours plus que ce qu'on attendait de nous et qu'on a ce petit effet waouh
là où on passe. Donc tu avais une maison d'édition, c'était ton boulot principal, on va dire, et là tu crées cette société. Donc quand tu l'as créée sur quel constat, pourquoi, quel besoin tu as identifié sur le marché qui nécessitait de créer cette société, et plus particulièrement qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose comme service? Alors à l'époque, je pars d'un constat. Je fais partie d'une association de dirigeants et on est en coprésidence et on a une collaboratrice pour l'association qui envoie des mails à 140 adhérents. Bon. Et puis sur la communication, c'est moi qui l'ai prise comme charge et de temps en temps c'est moi qui le fais parce que le sujet me fait marrer, bon bref, et je le fais. Et toujours, alors que c'est signé le bureau, je reçois des textos qui me disent « Ah ouais, ça c'est toi. Alors ça, c'est toi qui l'as C'est ton écrit. style en fait. C'est ton style. Et c'est ton empreinte finalement. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'en effet, on a tous une empreinte, ce que j'appelle une empreinte textuelle, à la fois dans les mots qu'on utilise, dans la rythmique, qui fait qu'on est reconnaissable aussi quand on prend la parole à l'écrit. Et que les entreprises en ont une ou pas, mais que lorsqu'elles en ont une, elles deviennent beaucoup plus puissantes, puisqu'elles savent se raconter beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement, et surtout avec une charte sémantique qui est propre à tout le monde. Et donc, ça part de ce constat-là, et de là on tire un peu le fil. Et aujourd'hui, on travaille sur 2 axes très complémentaires finalement. Le premier, qui est donc l'identité textuelle en entreprise. Est-ce que toi, tu connais la différence entre différence et différenciant ? Une différence, c'est deux choses qui ne sont pas égales, on va dire. Et différenciant, c'est quelque chose qui fait que j'ai une certaine singularité. C'est ça. En fait, la différence, c'est surtout que c'est en comparaison à quelqu'un ou à quelque chose. Si tu es différent de quelque chose. Ça veut dire que tu as un socle de référence. Et quand une entreprise se considère comme différente, ça veut dire qu'elle se compare aux autres. Et elle n'est pas en train de dire qui elle est en train de dire qui elle n'est pas. Okay. Et ça n'est pas la bonne manière d'attaquer le souci. Donc, nous, on travaille sur le différenciant, à savoir, en effet, la singularité. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'entreprise, t'es unique ? On est unique, on est d'accord. En tant qu'être humain aussi, t'es unique, de dirigeant notamment, surtout quand on est un peu intuitu personae. C'est quand même toujours intéressant de voir à quel moment on se rejoint avec notre entreprise et d'avoir les bons mots. Et donc, on travaille sur l'identité textuelle. Quel est le différenciant ? La vision, et donc de fait, la charte. Et puis, on travaille aussi sur des formations, parce que pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut que ses collaborateurs travaillent bien ensemble. Donc formation à la prise de parole et formation à la prise de parole écrite et au mail. D'accord. Alors, mes auditeurs le savent et toi je te l'ai expliqué, donc c'est vraiment ce que j'essaie vraiment d'avoir au travers de ces épisodes, c'est vraiment donner des outils très pratiques et très pragmatiques aux managers pour mieux manager, pour devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Donc l'idée vraiment pour moi, enfin l'intention que je pose dans cet épisode, c'est vraiment d'essayer au travers de nos discussions de pouvoir apporter vraiment des choses très très concrètes et applicables tout de suite par nos auditeurs. Ça te va ? Ah bah parfaitement. Alors moi j'aimerais, donc là on rentre un peu dans le dur pour voir comment on peut apporter de la valeur à ces managers qui ont bien compris jusque-là en disant ok, le langage est important, j'utilise ça tous les jours pour manager. Et en fait, je pense que tout le monde a en tête, et parce qu'on le voit dans les entreprises, qu'il y a toujours des gens qui, dès qu'ils parlent, en fait, ils s'écoutent parler, ça nous ennuie, enfin bref. Et on a l'impression que tout le monde se fout de leur gueule sans rien dire en cachette ou derrière leur dos, et qu'en fait, la seule personne qui ne soit pas au courant de ça, c'est la personne qui parle. Donc, ma première question, ça serait de dire comment est-ce qu'on peut déjà faire un autodiagnostic pour savoir quel est son bilan, alors je sais pas comment on l'appelait, mais d'efficience linguistique ou de singularité linguistique. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça ? Alors nous, on appelle ça la singularité oratoire. Okay. Et en l'occurrence, j'ai créé une méthode qui est même très très bien expliquée dans un livre paru en mars, qui tourne autour des centres oratoires. Et en fait, c'est en reptilien, ça veut dire lorsque je vais mal, lorsque je suis pas préparée, lorsqu'il y a de l'enjeu, tout ce qui me met en insécurité va me ramener dans une prise de parole beaucoup moins fluide et efficace que quand je suis au top et que je me sens comme Beyoncé. En réalité, même le manager qui s'écoute parler, quand il est très très bien ou quand il est dans sa vie perso ou qu'il n'y a pas d'enjeu pour lui, peut-être qu'il ne s'écoute pas parler, peut-être qu'il va beaucoup plus vite parce qu'il n'a pas le sentiment de devoir expliquer très 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 précisément. Donc en fait, c'est toujours pareil. C'est la partie émergée de l'iceberg, ce que je vois, ce que je ne vois pas. Si je vois quelqu'un qui parle pendant 3 heures,
qu'est-ce que ça dit finalement de soit sa préparation, soit sa confiance en lui, soit son centre oratoire de base. Et donc la première chose à faire déjà, c'est d'aller chercher, quand je me sens en insécurité, quels sont mes réflexes premiers. Ouais, parce que c'est marrant ce que tu dis, parce que donc tu sais que je fais de la formation, et une des formations, c'est réussir mes dialogues à enjeu grâce à l'assertivité, et en fait, il y a exactement ça. Dès qu'il y a un enjeu, il y a stress, dès qu'il y a stress, il y a comportement refuge, et en fait, ça vient complètement biaiser, déformer en fait la discussion. Donc c'est un peu ce que tu dis. C'est ça. Et, ouais, okay. Et deuxième chose très importante, vraiment là, si on doit ressortir avec un tips, prenons celui-là, c'est aussi de dire quand je suis manager, quand je suis dirigeant, mais même quand je suis collaborateur avec un collaborateur, je dois entrer en relation à l'autre. Oui. Et donc, le plus important, c'est l'autre. Et les attentes de l'autre, et le niveau de langage de l'autre, et le temps de disponibilité de l'autre. Enfin, tout ça rentre aussi en ligne de compte. Ça veut dire que sur une réunion d'1 heure, si je parle 45 minutes, je vais agacer tout le monde. Parce que c'est beaucoup trop long. Tu as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Exactement. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. En général, les gens qui s'en rendent compte sont ceux qu'on forme et qu'on accompagne parce qu'ils ont une conscience plus ou moins aiguë du problème. Et il y a plein de gens qui n'en ont pas du tout conscience. Moi, j'ai souvent des managers qui me disent « Ah non, on va faire cette formation, mais c'est pour bidule. » Parce que bidule, vraiment, oh là là. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais donc, le message, c'est quoi ? C'est que quelqu'un qui n'en a pas conscience, comment il peut avoir cette conscience de ça ? Comment il peut prendre conscience qu'il a ce travers ? Alors, je pense qu'il y a 2 façons de s'en rendre compte. La première, c'est si j'anime une réunion et qu'au milieu de la réunion, tout le monde a sorti son PC et ou son portable et n'est plus avec moi, c'est quand même un bon signal de mon manque d'éloquence. Ça doit parler à beaucoup de monde. Ouais, mais ça, c'est pareil. Là, tout ce que je te dis, ça demande une honnêteté intellectuelle en face. Ça veut dire qu'il faut quand même que le manager se pose la question, suis-je ou ne suis-je pas pertinent ? Bon, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est est-ce que moi, j'ai réussi à faire passer un message ou pas, selon moi, le bon. Oui. Et est-ce que j'avais prédéfini le message ? Ok. Donc un peu de préparation, un peu d'observation pendant la réunion. Alors partons du principe que voilà, je suis un auditeur, j'entends ce que tu dis, puis souvent je me dis putain c'est vrai. Quand j'y pense, ou bien les prochaines réunions, j'observe, et puis je me dis oui c'est vrai qu'effectivement j'ai pas l'impression de captiver mon audience. Ils sont tous sur leur ordi, machin, etc. C'est peut-être un petit peu flou ce que je dis, ou alors j'avais pas d'objectif. Donc là, prise de conscience. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Comment s'y mettre et comment travailler pour justement sortir de cette ornière ? Alors, évidemment, le plus efficace, c'est de se former. Hein. Toi et moi, on en est quand même bien conscients, mais c'est ce qu'on propose aussi dans nos entreprises. Donc, et comme pour tout besoin, outils, formation, déjà. La base. Mais si jamais je veux moi mettre en place immédiatement des choses en me disant je me formerai plus tard, il y a vraiment des choses à mettre en place tout de suite. La première chose à mettre en place tout de suite tourne autour du champ lexical. Le champ lexical, c'est un groupe de mots qui se ramènent au même thème, au même concept. Voilà. Et donc, pareil, si on fait une espèce de métaphore, c'est comme si dans nos têtes, tous, on avait une commode et on range nos mots dans des tiroirs, par concept, par thème. Et il y a des tiroirs qui sont les mêmes tiroirs pour tous, vraiment. Parce que quand je dis, j'ai une représentation mentale. Donc si je te dis boucher charcutier, tu vas ouvrir le même tiroir que moi, j'ai pas de doute sur le sujet. C'est un homme, plus ou moins moustachu, mais c'est un mec pas très beau. C'est comme ça dans la représentation qu'on a. Et il est avec un tablier blanc, voilà. Ça, c'est le boucher charcutier. En revanche, si je vais sur des mots comme les mots de l'émotion, ou des mots de concept comme confiance, je suis à peu près sûre qu'on va pas ouvrir le même tiroir. Et donc déjà, il y a un premier élément de travail, c'est de se dire, utiliser des mots simples, et si jamais je sens que je pars sur quelque chose de conceptuel ou de personnel, comme une émotion, comme quelque chose comme ça, et bien dans ces cas-là, je définis pour moi. Je dis voilà, pour qu'on arrive à se faire confiance, voilà quels sont mes prérequis, voilà quels sont mes besoins, voilà quelle est la zone dans laquelle moi, je peux faire confiance. Et comme ça, je mets en sécurité la personne en face, parce qu'elle est sûre d'avoir compris ce que je voulais dire. Donc ça, c'est la première chose. De vraiment, toujours... Le nerf de la guerre, c'est de toujours penser à l'autre. Mais ça veut dire que dans tout ce que je dis, il faut que je sois en permanence capable de dire est-ce que la personne va avoir la même interprétation de ce mot que moi ? Or,
Tiens, il y a le fameux mot qui dit la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que comment moi je peux savoir qu'en fait la carte de l'autre est différente sur ce même territoire-là. Moi ça me paraît. C'est complexe. C'est hyper challenging. C'est complexe. Ah bah oui, mais attends, si c'était facile, on serait pas là. Non, c'est challenging. Je suis d'accord. Ce que moi je recommande beaucoup, c'est de dire quand je suis manager et que je fais une prise de parole à enjeu ou avec un groupe, d'accord, pas en 1-1 parce que c'est encore différent. L'idée, c'est d'écrire mon message, un seul message, s'il y avait un truc à retenir. Okay. Si tu devais retenir qu'un seul truc de cette réunion, qu'est-ce que je voudrais que ce soit ? Et je l'écris, à part, moi, sur une feuille. Et je garde ça en me disant, à la fin de ma prise de parole, qu'elle ait duré 3 minutes ou 15, soit j'ai le sentiment que ce message a été dit, soit je le nomme. Pour conclure, et tac, je redonne cette phrase-là que j'avais notée au préalable. Notamment si j'ai tendance à m'éparpiller un peu, ça va quand même permettre de ramener à l'essentiel. Et en plus, si je l'écris au préalable, ça veut dire que j'ai bien choisi mes mots. Je me suis pas laissée emporter non plus. Donc, c'est toujours pareil. Quand je dis qu'il faut faire attention à être dans le même champ lexical que l'autre, je suis d'accord avec toi, c'est pas toujours possible de le vérifier. Mais sur une phrase, il est quand même possible d'avoir vérifié que j'utilisais des mots qui étaient a priori sans risque, entre guillemets, d'interprétation. Et si jamais je sens que c'est le cas, je les définis pour moi. Ouais, moi, ce que j'ajouterais peut-être, c'est en plus avoir cette phrase en tête. Au moment où on parle, on sait si on est toujours cohérent par rapport au message final. Parce que si ce qu'on est en train de dire n'a plus rien à voir avec le message final, on se dit, oh là, on est sans doute parti très loin. Et peut-être aussi, si on a bien travaillé cette phrase, c'est de prendre chaque mot et pendant le discours, enfin pendant le déroulé, en fait, aller morceau par morceau, être bien sûr que chaque morceau de cette phrase, en fait, a bien été comprise et du coup les développer. Ça peut même être un peu le plan de... Ça peut être le plan. Après, voilà, ça c'est pareil. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des gens qui ont besoin de plans. Il y a des gens qui ont besoin de pas de plan. Enfin bon, donc ça c'est très normal et très humain. Mais tout le monde a besoin d'un objectif, c'est ce que tu dis. Mais en fait, tout le monde a besoin d'un message. C'est surtout que le cerveau ne peut pas en traiter 50. Ok. Et donc là, je me ferai l'avocat du diable ou le procureur de l'ange, on va dire, c'est plus joli. Ah, c'est joli, procureur de l'ange. Et je dirais, oui, c'est bien beau tout ça, mais en fait, moi, ma réunion, elle est bien plus complexe que ça. Il n'y a pas un message, c'est un truc, c'est un dossier lourd, machin, multidimensionnel. Donc là, qu'est-ce que tu dis à un manager qui se dirait ça à ce moment-là, en nous écoutant ? Qu'il se trompe, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, mais il se trompe, ça veut dire qu'en fait... il peut y avoir plusieurs sujets, mais un seul message. Et par exemple, j'anime une réunion sur un dossier extrêmement complexe, en effet. Et puis, on est au début. Eh bien, peut-être que mon message, à ce moment-là, c'est « organisons-nous de manière à ce que chacun sache exactement ce qu'il a à faire, et voyons ça. » Ou alors, on est à la fin et on fait un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Vous voyez, le truc, c'est un peu comme un chapeau. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose au-dessus de tout. Et c'est ça le message. Et ensuite, on peut rentrer dedans. Mais nous, on accompagne beaucoup en communication de crise. En communication de crise. On va me dire, mais oui, mais là, il n'y a pas un message. Là, en fait, je suis en train d'éteindre un feu. Le feu, il fait 8 hectares. Là. Donc, si tu veux, avec ton petit extincteur, t'es mignonne, mais ça ne marche pas. Et en fait, si. Parce que si on remonte au préalable de tout, est-ce que le feu est parti de « on n'est pas assez nombreux, il y a un besoin de gens, on n'est pas entendu, il y a un besoin d'écoute », peu importe. Mais il y a forcément un élément, et c'est celui qu'on va devoir aborder, et ensuite on peut le dérouler et descendre là-dedans. Mais il y a toujours quelque chose au-dessus de tout. Et typiquement, en management, on a des réunions où en fait, si on est honnête avec soi-même, soit on est sur un truc de recadrage, ça peut arriver, soit on est sur un truc de cohésion, soit on est sur un truc d'enthousiasme, et en fait, c'est ça mon message. C'est, pour la cohésion, c'est, regardez, vous avez tous des expertises super, on va arriver à faire quelque chose tous ensemble et ça va être super. Ouais. Si on est sur un recadrage, c'est pas du tout la même tonalité. Donc moi, j'ajouterais peut-être avoir le message, mais aussi avoir avec comment doit se sentir la personne ou les personnes en face de moi quand elles m'écoutent. Est-ce qu'elles doivent être ressaisies ? Est-ce qu'elles doivent être enthousiastes ? Est-ce qu'elles doivent être inquiètes ? Est-ce qu'elles doivent être motivées ? Enfin, essayer aussi et ça c'est peut-être sur la forme. Comment je vais délivrer le message ? Exactement. Il y a le message et comment je le délivre. Fond-forme, les deux font évidemment partie du job malheureusement de la même manière. Ça veut dire qu'on peut être parfait dans ce qu'on dit. Si on le dit mal,
Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et on peut être très très éloquent et un très bon parleur. S'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fond. À un moment, les gens quand même vont avoir ce manque-là. Donc, faut une forme, ouais. Et sur la forme, moi, il y a des trucs dans le cas, enfin, peut-être qui fonctionnent le mieux pour moi, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des recommandations, qu'il y a des figures de style, en fait, qui fonctionnent bien? Moi, par exemple, j'ai remarqué que tu as utilisé, par exemple, tout à l'heure avec l'extincteur et la forêt. Donc, la métaphore, moi, j'aime beaucoup et j'utilise beaucoup ça parce que ça aide à comprendre. Est-ce qu'il y a comme ça des petits tips que tu pourrais donner en disant, bon, ça, bien sûr, chacun a les siens, mais ça, c'est un truc puissant qui marche bien et ça ancre et ça. Voilà, est-ce que tu as quelques comme ça petits outils, tout en nous laissant un petit dernier pour la pépite, hein, donc ton préféré, tu le mets de côté. Je garde le préf pour la fin. Non, ce que tu dis est juste. Moi, je fais beaucoup de métaphores, mais ça, j'ai identifié chez moi, dans mon empreinte textuelle, que c'était quelque chose qui m'était facile et efficient. Pourquoi ? Parce que moi, je parle presque toujours de concept. C'est très conceptuel, la linguistique. Et donc, si on reste au niveau du concept, c'est très éthéré, les gens ne se l'approprient pas. En plus, on peut avoir vite l'impression que c'est jargonneux et que, voire pire, c'est prétentieux. Et je vraiment, j'ai pas envie d'aller sur ce truc-là. Donc, la métaphore, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien quand on veut expliquer le concept, quand on veut que tout le monde ait une image qui soit la même, ce que je disais tout à l'heure, ça marche hyper bien pour le coup. À côté de ça, c'est toujours pareil, si on en abuse, bon. Et en fait, finalement, je crois que c'est ça le truc. Moi, j'ai déjà vu des orateurs, la première fois, on se dit, génial, orateur génial. Plein de références, plein de citations, quelle culture. Et on voit une deuxième prise de parole, on fait, oui, non, d'accord. En fait, il en a 4, c'est toujours les mêmes, et on va bouffer du Churchill jusqu'à... voilà. Et donc ça, évidemment, c'est aussi le truc de tout utiliser un peu avec parcimonie pour éviter de devenir le gars des citations, le gars des métaphores. Voilà. Mais donc la métaphore fonctionne très bien pour expliquer de façon pédagogue. Oui. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai un point de vue qui est pas discutable, mais discuté. Moi, je dis, on peut tout dire. Or, on est dans une société où on n'arrête pas de nous dire qu'on ne peut pas tout dire. Et moi, je suis convaincue qu'on peut vraiment tout dire, mais ça dépend comment on le dit. Toujours dans cette optique de dire ce qui est important. C'est ce que je dis, mais c'est aussi à qui. Et donc, je vais devoir adapter ce que je suis en train de dire à mon interlocuteur ou à mes interlocuteurs, ou au contexte, à l'énergie de la pièce, à l'énergie du moment, parce que tout ça entre en ligne de compte dans une prise de parole. Et donc, pour moi, un des tips qui est le plus efficace et le plus dangereux, mais le plus efficace, c'est de tout nommer. J'arrive et je suis stressée. Qu'est-ce qui m'interdit de le nommer ? Qu'est-ce qui m'interdit de dire, aujourd'hui, dans cette prise de parole, j'ai un enjeu, donc je vais veiller à faire attention à mes mots parce que je ne voudrais pas que. Les gens sont tout à fait capables de l'entendre et même ça les met en empathie. Donc nommer. Mais la façon de le dire, si tu arrives et dis je suis méga stressé, du coup ça voilà, là je suis le patron, je parle, je peux pas faire ça parce que tout de suite c'est non. Ou alors si on voit que ça se voit, tu vois quelqu'un qui tremble, qui a la voix qui part, faire semblant que ça n'est pas le cas, ça va être pire. C'est pire. Et dites-le. Dites là je suis méga stressé. Mais dites pourquoi. Parce que là il y a un gros enjeu, parce que là et en fait, on est des êtres humains et on parle à des êtres humains et en réalité si on se comporte comme tel, ça passe très bien. Oui, mais il y a un concept qui revient souvent en entreprise, et d'ailleurs il y a des vidéos YouTube par millions là-dessus sur la vulnérabilité. C'est qu'en fait, voilà, un leader n'est pas quelqu'un qui cache ses vulnérabilités, mais au contraire, qui ose, qui a le courage de la montrer, et ça justement, ça crée de l'empathie, et ça rend humain, et du coup, ça fédère. Donc ça, c'est un peu la même chose que ce que tu dis. Moi, mon mot, c'est authenticité. Ça veut dire qu'en revanche, si on n'est pas stressé, si on n'est pas machin, pas faire semblant de l'être, parce que c'est exactement la même chose. Parce que tu vois, la vulnérabilité, il y a eu même un moment où on a dit à certains managers, force-la un peu, quoi. Tu vois, mets-les en empathie avec toi, dis que nanani. Et en fait, si c'est pas ta personnalité, j'en reviens à la fameuse personnalité oratoire, si ça n'est pas ta personnalité, ne va pas sur ce terrain-là, ça se sent. Donc, soyez vous-même. Ça, ok. Et donc là, on parlait de singularité linguistique. On pourrait dire que chacun, on a une signature linguistique qui nous caractérise. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Par exemple, toi, si tu devais décrire, verbaliser, quelle est ta signature linguistique, comment tu la caractériserais? Juste pour comprendre, que nos auditeurs puissent comprendre, en gros, ça ressemble à quoi une signature linguistique?
Alors, la mienne pourrait se résumer à être sérieux sans se prendre au sérieux. Ok. Ça veut dire que moi, j'ai fait des études sérieuses, comme tout le monde, sans doute, mais c'est vrai que les études de linguistique, les sciences du langage, c'est pas feng shui, c'est pas fun a priori comme ça. Or, le langage, c'est quelque chose de réjouissant. Et donc moi, j'ai cette conviction, ça fait partie de ma personnalité d'être humain, et donc ma singularité oratoire à moi, elle est dans ce côté très nature peinture, si j'ai envie de dire un gros mot, parce que ça peut m'arriver, mais comme je sais dire la même chose de 50 manières différentes, si à ce moment-là je choisis le gros mot, il passe. Pourquoi il passe ? Parce qu'il est extrêmement assumé, très incarné. Et donc, moi je pense que ma singularité oratoire, c'est vraiment nature peinture. Ok. Et donc ça, le message, c'est de dire que c'est une grande différenciation d'avoir une singularité oratoire. C'est-à-dire, tu encourages les gens que tu accompagnes, tu encourages vraiment à bosser sur une singularité oratoire. C'est même mieux que ça, c'est qu'on l'a. Donc il faut plutôt l'identifier, la nommer, et ensuite la travailler pour qu'elle ne nous soit pas préjudiciable et au contraire qu'elle nous soit un avantage. Ouais. Parce que c'est toujours pareil. Moi, j'ai vu des gens prendre la parole. Leur vraie singularité oratoire, par exemple, c'est vraiment quelque chose dans l'émotion. Et dans des postes où on se dit « Ah, pas d'émotion ici. Là, top management, on n'est pas là pour... » Alors qu'en fait, leur force, elle est là-dedans. Ouais. Et donc, c'est difficile de dire à quelqu'un à qui ça fait 20 ans qu'on dit « Pas d'émotion, c'est pas le lieu, l'entreprise n'est pas un lieu d'émotion. » On l'a beaucoup entendu, ça, quand même. Et là, de dire « Moi, en formation, ce que tu fais le mieux, c'est transmettre une émotion, positive ou pas, enfin voilà, peu importe. » Donc, retour à l'authenticité, en fait. C'est ça. Mais alors, le gars, on reprend l'exemple du début du gars qui tunnelise tout le monde pendant les réunions. Lui, peut-être qu'authentiquement, en fait, il tunnelise et il est chiant et il est, tu vois. Donc, lui, il va bien falloir sa singularité oratoire, c'est celle-là, mais elle n'est pas bonne en tant que manager. Donc, est-ce qu'on peut tout de même créer une nouvelle singularité oratoire pour corriger celle qui intrinsèquement est la nôtre, parce que justement, elle n'est pas efficace par rapport à notre rôle de manager? Non. Je ne sais pas ce que tu voulais entendre. Non, en fait... Si, moi je suis prêt à l'entendre, mais c'est juste dans ce cas changer de métier, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment le truc de dire, une fois que j'ai conscience, c'est toujours pareil, une fois que j'ai conscience, je fais les choses en conscience, et donc je peux choisir où je mets ou pas mon énergie. C'est toujours pareil, c'est une question de où vais-je mettre l'énergie. Si je dois animer une réunion de 15 minutes, que dans ma personnalité oratoire, on a déterminé que c'était quand même un peu le fleuve, que c'était un peu ça peut partir très très loin. Je n'ai que 15 minutes, je vais devoir, moi, travailler à faire court. Okay. C'est un travail que je vais devoir faire. C'est contre ma nature, donc. C'est contre ma nature, mais je vais me dire, ok, je me laisse, 3 minutes. Donc là, je vais me préparer, je vais préparer mon message, toujours pareil. Par contre, dans ces 3 minutes, si j'ai envie de naviguer et de partir loin avec des métaphores et des histoires et des machins, ok, mais je me time 3 minutes. En revanche, peut-être qu'il y a des moments où ma force de singularité oratoire va pouvoir s'exprimer sur une ouverture de séminaire. Parce que d'un coup, je vais raconter une histoire, je vais faire du storytelling. On le voit bien, en fait. Suivant à quel moment on est, même en marketing, parfois on a besoin de storytelling, raconte l'histoire de la marque, bam, 1h15. Parfois on a besoin d'efficace, fais une pub dans le métro, une phrase. Et donc, si moi je sais où est ma force, je vais aussi pouvoir me dire, ok, tiens, une réunion de 10 minutes, c'est peut-être pas là que je vais être le plus efficace spontanément, donc je vais la travailler plus, je vais la préparer plus. Mais une ouverture de séminaire, une narration client sur une réunion machin, ah là, c'est le bonheur, je suis trop fort, j'y vais. Ok. Bon, écoute, moi je trouve ça très intéressant. Moi j'ai 3 mots en tête. C'est conscience. Alors la conscience de où j'en suis, conscience de l'importance de la singularité oratoire. Ensuite, le deuxième mot pour moi, ça serait authenticité, puisqu'on voit que être le plus proche possible de qui on est. Et le troisième, c'est travail. C'est-à-dire qu'en gros, il faut bosser et avec ça, on arrive à améliorer. Et si on atteint une très bonne singularité oratoire, on se démarque et donc on est différenciant et pas différent. Différenciant, et donc c'est comme ça qu'on peut devenir un vrai leader. Est-ce que c'est un bon résumé? C'est parfait. Écoute, je vais t'emmener avec moi bosser chez nous. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on passe aux pépites de l'expert. Oui. Et donc, l'idée des pépites de l'expert, nos auditeurs le savent bien, c'est vraiment, c'est de remplir une boîte à outils du manager avec
plusieurs types d'outils. Le premier, ça serait un quick win, donc qui serait vraiment l'outil qui permet dès la fin de cet épisode de le mettre en pratique et tout de suite ça fait des effets et donc ça montre que ça marche et qu'il y a de la valeur à aller chercher. Et puis le deuxième, ça serait plutôt un long shot qui serait un peu plus lent et difficile à mettre en marche, mais par contre qui est très puissant. Alors le quick win, évidemment, tourne autour de mon message. C'est vraiment le fait de se dire, un cerveau humain, c'est neurologique, un cerveau humain ne peut pas analyser 50 infos en même temps. Par exemple, si tu envoies un mail avec 4 demandes, la personne ne traitera jamais tes 4 demandes. C'est pas possible. Donc envoie 4 mails. Envoie 4 mails. Okay. Alors les gens vont te dire, mais 4 mails. Oui, mais tu veux une réponse ou tu veux pas de réponse? C'est toujours pareil. Mais donc voilà, donc le message. Quitte à remonter jusqu'à trouver le message. Parce qu'en fait, on peut avoir plein de sous-points, il y a un message. Donc c'est l'unicité du message. Oui, et ça c'est vraiment le truc à mettre en place dès le départ. Ne jamais arriver sur une prise de parole sans avoir une vision concise et claire de mon message. Et on peut élargir ça à une prise de parole écrite, c'est-à-dire qu'en gros, n'envoyez pas, relisez vos mails, et s'il n'y a pas un message clair... Ouais. Et ça, moi, c'est ce que je faisais aussi toujours dans mes équipes, c'est de leur dire, en ouverture de mail, c'est quoi un peu l'executive summary, c'est-à-dire qu'en gros, si tu lis pas mon mail, parce que mon mail fait, il y a de quoi peut-être mettre 2 pages, mais qu'en gros, si tu mets pas dès le début, c'est quoi l'intention du mail, en fait, les gens, ils sont fatigués de lire 2 pages, quoi. Donc c'est exactement ça. Et moi, je dis beaucoup, aide les gens à t'aider. Ça veut dire que si tu dis rapidement pourquoi tu es là, quel est ton besoin, pourquoi tu fais un mail, pourquoi tu prends la parole, mais vraiment, les personnes en face vont savoir ce qu'elles ont à faire. Ouais. Et si elles savent ce qu'elles ont à faire, elles vont écouter. Que si il leur faut 20 minutes pour comprendre pourquoi elles sont là, eh ben, t'as perdu 20 minutes. Ouais. Moi, souvent, pareil, j'anime des formations sur la gestion du temps, et puis quand on parle bien entendu du mail, c'est en fait vraiment l'idée, c'est qu'est-ce que j'attends de toi, pour quand, quoi. Parce que sinon, exactement. Là, et pour quand, je nomme ma temporalité aussi, merci, parce que urgent, tiroir absolu. Complètement d'accord, complètement subjectif. Ça peut être hier pour quelqu'un et dans un mois pour quelqu'un d'autre. Exactement. On est complètement d'accord et ça rejoint tout ce que j'enseigne dans ces formations. Ok, donc ensuite, la deuxième idée, c'est vraiment, tu as tout un parcours, une expérience, et donc peut-être aller nous chercher un petit peu les pépites qui sont les bons plans, c'est en gros le livre ou les quelques livres, mais vraiment d'apporter vraiment la crème de la crème. Alors je sais que tu as écrit un bouquin et que tu es en train d'en écrire un. Alors, à un moment où les auditeurs écoutent, il sera peut-être déjà sorti. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 livres? Et puis après, si tu en as un autre, ou une vidéo, ou peu importe. Oui, avec plaisir. Alors, donc, en effet, moi, j'ai écrit 2 livres. Le premier qui est déjà paru, qui s'appelle Avez-vous un fax ? Petit traité de communication sans DLC, donc date limite de consommation, qui tourne notamment autour du fait de dire plus je suis authentique dans mes mots, moins ils sont soumis à la mode, et donc plus ça dure dans le temps, surtout pour les entreprises. Et le second qui paraît le 21 mars 2024, qui se nomme La singularité en entreprise, mots justes et juste mots, et qui va traiter à la fois de la singularité de l'entreprise et de la singularité des humains dans l'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à mettre en adéquation ça, sans que à la fois on fasse semblant d'écouter tout le monde, et enfin voilà, il y a un moment, l'entreprise n'est pas là pour ça, et à la fois quand même de dire on a cette chance unique d'être pas unique. Et tout ce qu'on a dit, on est d'accord sur la singularité oratoire. En fait, elle est valable au niveau d'une personne, mais elle est valable au niveau aussi d'une personne morale, c'est-à-dire de l'entreprise. Exactement. En fait, l'idée, c'est de dire, pour une entreprise, avoir travaillé sa charte sémantique et sa tonalité, ça donne un cadre de référence commun. C'est exactement comme pour un pays, avoir un dictionnaire. Voilà. Et une fois qu'on a le même dictionnaire, chacun se l'approprie comme il veut. Voilà. Mais en effet, il faut quand même se mettre d'accord sur le dictionnaire au départ. D'accord. Ce qui veut dire qu'une personne dit c'est ma singularité oratoire pour rester authentique, elle est celle-là. Mais quand je parle de mon entreprise, il faut qu'elle soit cohérente avec la singularité oratoire de l'entreprise. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Et donc en fait, ça fait un cadre. Et en plus, j'ai même pas besoin d'expliquer longtemps. Tu comprends vraiment vite. Et c'est juste un cadre de référence. C'est très sécurisant. En fait, moi, je pense, c'est quelque chose de très important, notamment sur l'oral, que il faut se sentir en sécurité quand on prend la parole pour être bon. Qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut le dire, etc. Et donc,
chers managers qui nous écoutez, en fait, c'est aussi au niveau de votre équipe, en fait. C'est parce que ça marche au niveau de l'entreprise, mais c'est aussi au niveau de l'équipe. Et donc, et puis au niveau de vous-même. Ouais. Parce que je pense, quand on est manager, hein, toi en plus qu'il a été dans des grands groupes, moi qui l'ai été dans plusieurs domaines d'activité, je pense que parfois on ne s'autorise pas à être soi-même parce qu'on a l'impression que soit c'est pas le lieu, voilà, on est entreprise, je dois mettre mon costume de DRH, je dois mettre mon costume de... Et donc, j'enfile un costume quand je vais bosser le matin, et comme ça, je coupe qui je suis en plusieurs tranches. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nuit. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est consommateur d'énergie inutile, en fait, parce que jouer un rôle... ça demande de l'énergie, et donc cette énergie-là, tu la mets pas au service de tes équipes, de l'entreprise, de ta vie, quoi. C'est exactement ça. Et puis surtout, moi, je défends beaucoup la notion de vibration. C'est-à-dire, quand tu es très authentique et quand ce que tu dis, tu en es convaincu au fond de toi, ça se ressent. Ça se ressent parce que ton corps, ton non-verbal, ta voix, ton regard, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, fond, forme, les deux sont très liés. Alors que dès que tu joues un rôle, c'est dissonant. Et on le voit bien parfois quand on doit porter un message sur lequel on est moyen d'accord, et en entreprise, ça arrive. Il faut pas se mentir. Le non-verbal est complètement... Voilà, et l'équipe en face se dit, tiens, c'est marrant, je saurais pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de me dire la vérité. D'accord, soyez authentique. Et la dernière pépite, c'est la pépite pour la postérité. Donc imagine que tu es sur ton lit de mort avec ta descendance, tes petits-enfants, on va dire. Et voilà, tu as envie vraiment de leur transmettre un secret pour qu'ils puissent réussir leur vie. Ça serait quoi cette dernière phrase que tu leur donnerais ? C'est tout le monde est bon. Vraiment, vous êtes très bon en fait. Si vous vous autorisez à l'être, ça n'est qu'une autorisation de soi à soi-même. Ça veut dire que il faut s'autoriser à être honnête et authentique pour avoir le droit d'être honnête et authentique. Et un petit conseil que je donne, c'est de trouver une prise de parole qui nous a beaucoup plu. Et on n'a pas les mêmes, nous. Un film, un monologue, du théâtre, un discours de politique, un truc sur Instagram, peu importe, qui nous a beaucoup plu. Et d'aller vraiment questionner le pourquoi. Pourquoi ça, je trouve que c'est super résonne, bon. Pourquoi ça résonne chez moi. Et ça, en général, ça veut dire où est-ce qu'on est bon, nous. Ok. Donc, découvrez-vous, regardez là où ça vibre. Osez vous découvrir et osez trouver ça chouette d'être vous. Ouais, très bien, ok, super. Donc ensuite, je voulais un peu voir comment, parce que bien sûr enfin bien sûr, les gens que j'invite sur mon podcast sont généralement des conférenciers, des formateurs, etc. Donc juste des auditeurs qui souhaiteraient, qui ont été très intéressés, séduits par cet épisode et qui aimeraient aller plus loin. Sous quelle forme tu interviens dans les entreprises ? Alors, on intervient sous beaucoup de formes parce que le mot est tellement partout que finalement nous aussi, à plein de niveaux. On intervient évidemment sur les identités, les visions, les raisons d'être, tout ce qui tourne comme ça autour vraiment de la stratégie et la stratégie de communication, donc très en amont. Et puis on intervient beaucoup en formation, soit en prise de parole, soit en écriture, mail, LinkedIn, blog, peu importe. Mais ça fait des ateliers de cohésion d'équipe merveilleux en fait, d'apprendre à se reparler tous authentiquement et de façon très ludique, parce que finalement nous c'est ça qu'on prône, c'est on va se marrer, à minima on va se marrer, donc ça c'est toujours chouette, et jusqu'à des séminaires, voilà, parce que c'est important dans un séminaire d'aller faire de l'aviron, mais c'est très très important dans un séminaire de se parler en fait. Ouais. Et des conférences, les sujets, tu en as plusieurs, tu en as une signature? J'en ai plusieurs. Ma conférence signature, c'est d'adapter son canal de communication à son message. C'est-à-dire qu'en fait, suivant le message, c'est un mail, c'est un appel, c'est une conf, c'est un blog, peu importe, mais réfléchissons déjà à la cohérence message et canal. On aurait pu faire un épisode là-dessus. On aurait pu, oui. Donc celle-ci, évidemment, parce que l'entreprise communique beaucoup, mais souvent pas au bon endroit, donc c'est toujours une question d'énergie, où est-ce que je devrais la mettre. Et puis on a aussi une communication autour de la... Alors, je vais résumer en disant RH, mais disons le poids du mot dans l'entreprise pour attirer des collaborateurs, pour garder ses collaborateurs, pour manager ses collaborateurs. Ce qui fait qu'on est en lien les uns aux autres, ce sont les mots. Oui, et comme le sujet de l'engagement actuellement est un sujet très important, exactement. Donc en gros tu dis le mot comme le ciment de l'engagement en fait, le ciment exactement, et notamment sur le fait de dire si je te dis que je suis bienveillante, toi, inconsciemment, tu as une lumière rouge qui s'est allumée dans ton cerveau qui dit non.
Pourquoi ? Parce que c'est moi qui te le dis. Et c'est pas à moi de m'auto-définir comme bienveillante. Ouais. C'est à toi de Ouais. définir que je le suis. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication en creux et en relief, qui aurait pu aussi faire un Ouais. sujet. Mais le fait de dire, notamment sur je veux garder, je veux recruter, je veux attirer, je veux... Oui, ok, mais qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois laisser l'autre comprendre par lui-même ? Ça, c'est un vrai sujet. Bon, je vois que le temps file, c'est passionnant, et plus on avance, plus je vois que la taille de l'iceberg sous la surface de l'eau s'agrandit. Donc il y a plein de sujets, c'est super passionnant. Écoute, je te remercie, et puis peut-être deux petites recommandations de personnes que tu connais, proches, que je pourrais inviter maintenant que tu découvres ce podcast. Ah bah oui, bien sûr. Alors, le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Good, qui s'appelle Damien. Donc je te donnerai Qui intervient en entreprise aussi, qui est conférencier. Oui, autour plutôt de l'entreprise agile, entreprise, voilà, mais très intéressant, Damien Touvenin, pour ça. Et une jeune femme que j'accompagne en ce moment à créer sa conférence, donc elle n'existe pas, mais elle est en train. Donc voilà. Et j'ai un énorme problème avec les noms, comme tu sais, c'est-à-dire que j'ai bien le prénom, mais le nom de famille ne me donne le prénom, pas, que le nom sera dans le... Flavie. Flavie, d'accord. Et Flavie, désolée. Et je te donnerai en effet. D'accord, et elle traite sur quel sujet plus tard. Alors là, on est en train de travailler sur une conférence qui est très très intéressante autour du freelancing et de ce que ça apporte de liberté ou pas dans les entreprises. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, écoute, je te remercie. Merci à toi. J'ai passé un très très bon moment, je trouve ça très inspirant, et puis je pense qu'il y a plein d'outils sympas pour les gens qui nous écoutent à mettre en place. Donc voilà, je te remercie, et puis passe une très bonne journée, et puis je dis à tous nos auditeurs à très bientôt pour un nouvel épisode. Et bien merci, au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura permis de garnir encore un peu plus votre boîte à outils qui vous aidera à devenir progressivement une meilleure version de vous-même. Si vous suivez et aimez ce podcast, alors soyez généreux et partagez-le avec vos proches, vos collègues et vos équipes pour que eux aussi puissent profiter de ces pépites d'experts. Un autre moyen pour en faire profiter le plus grand nombre est de le faire augmenter en visibilité en le faisant remonter dans les classements. Pour faire ça, c'est très simple. Mettez simplement 5 étoiles et un commentaire qui donnera envie à d'autres de nous écouter. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter dont j'ai mis le lien dans le descriptif. Grâce à ça, vous serez averti avant tout le monde de la sortie d'un nouvel épisode et vous pourrez aussi bénéficier d'infos introuvables ailleurs. Alors maintenant, à vous de jouer!